Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette première édition du Club mathématique de l'Université de Montréal pour la session de l'hiver 2021. C'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Fabrice Nanès pour ouvrir le bal. Et le titre de son exposé est Apparemment, les quaternions, c'est fly. Bon exposé. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, shout out aux organisateurs du Club Math. Ils ont kill l'événement Facebook, la photo avec Hamilton, lunettes de soleil, très fly. Donc, gros shout out. J'aime ça, j'aime ça. Donc, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à cette présentation. J'espère que vous allez avoir autant de fun que moi, je m'apprête à en avoir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, on va étudier, bien sûr, comme vous voyez, on va étudier les quaternions. Donc, qu'est-ce qu'il y a au programme? Bien, au programme, dans le fond, on va commencer par regarder c'est quoi les quaternions. Parce que la plupart d'entre vous, soit n'ont jamais vu ça, soit ont vu ça de loin, ou peut-être qu'ils auront étudié certaines choses plus en détail. Fait qu'on va faire un rappel des propriétés élémentaires. Ça, on va voir que ce n'est pas si compliqué que ça. C'est une bête qu'on peut apprivoiser. Ensuite, on va regarder comment on peut lier ça. Donc, dans la deuxième partie, on va voir comment on peut lier ça à R3, aux structures qu'on connaît déjà dans l'espace. Puis finalement, on va voir comment les rotations fonctionnent, comment ça permet de concevoir les rotations dans l'espace. Puis finalement, à la fin, on va faire des textes. Donc, tout d'abord, c'est quoi la définition? Donc, comment on va définir les quaternions? On va commencer par un rappel. Tu sais, les nombres complexes, c'est quoi? Les nombres complexes, c'est les nombres qui sont sous la forme de A plus BI, où est-ce que I, ici, c'est une racine de moins 1, A et B, c'est des nombres réels. Donc, à la base des nombres complexes, on a les réels auxquels on ajoute I, la racine de moins 1, auquel on ajoute la racine de moins 1. Les quaternions, ça va être un principe qui va être similaire, sauf qu'au lieu d'avoir une racine, on en aura trois. On aura trois racines de moins 1 au lieu d'en avoir une. Et donc, ça généralise, si on veut, les nombres complexes. Donc, ici, les quaternions, le quat des quaternions, ça fait passer à 4. 4 parce que l'espace est de dimension 4. On pourrait aller encore plus loin, généraliser pour les octonions. Si on allait plus loin encore, on pourrait faire la même chose. On aurait les octonions, mais on aurait 7 racines de moins 1 plus unité, donc de dimension 8. On pourrait encore aller plus loin, mais comme ça, à un moment donné, à chaque fois, on va voir que ça devient un peu de moins en moins, disons, on perd de plus en plus de jus à chaque fois qu'on fait le processus, comme on perd une partie de notre homme à chaque fois. On va voir ça. Donc, dans le fond, c'est quoi les règles? Comment ça marche dans les quaternions? Donc, les complexes, c'est juste avec le fait que la I, c'était une racine de moins 1, on pouvait déjà définir la multiplication. L'addition, c'était composante par composante. La multiplication, on le faisait par distributivité. Ouais, et le fait que I carré égale moins 1, ça nous amenait à un nombre complexe classique. Et donc, ici, ça va être quelque chose de la forme similaire. Donc, addition et multiplication par un réel, on va faire ça composante par composante. Donc, le classique. Puis, on sait que IJK, c'est toutes des racines de moins 1. Et donc, comment on multiplie maintenant IJK entre elles? On va utiliser le cycle que vous voyez ici. Est-ce que vous voyez ma souris en passant? Good, good, good. Donc, on va utiliser le cycle qu'on voit ici, IJK de même. Ou est-ce que ce qui va arriver, c'est que, dans le fond, si on suit le cycle, ça va être positif. Si on va dans l'inverse du cycle, ça va être négatif. Par exemple, ici, si on fait I fois J, là, vu qu'on suit la flèche, ça va nous donner plus K. Par contre, si on fait J fois I, vu qu'on va dans l'inverse de la flèche, ça va nous donner moins K. Puis on peut le faire pour les trois. Par exemple, si on fait I fois K, là, on sait que I fois K, ça va être... On va avoir un J, mais vu qu'on suit l'inverse, vu qu'on va dans l'inverse de la flèche, ça va être moins J. Et donc, cette règle-là, ce cycle-là nous permet de multiplier les unités imaginaires entre elles et on peut généraliser par distributivité. Et donc, un exemple de ça, je vais vous épargner les calculs parce que c'est long. Je vais vous épargner les calculs, mais si on le faisait, juste avec les règles que j'ai établies en haut, on peut déduire que ces deux quaternions-là résultent en ce quaternion-là, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Hopefully not. Et donc, c'est quoi les propriétés? Donc là, on sait comment multiplier, on sait comment additionner, mais quelles sont les propriétés de base des quaternions? Tout d'abord, on voit que l'addition,
ça se comporte bien. Addition, il n'y a pas de problème. Composante par composante, tu joues, c'est bien joli. Commutatif, associatif, on a notre zéro, notre inverse, tout le kit. Là, pour la multiplication, ben, tu sais, à la base, on remarque que IJ, ça nous donne moins JI. Donc, automatiquement, on ne peut pas avoir que les quaternions H, que je note avec un H, notation spéciale, on peut pas, on a tout de suite que les quaternions ne peuvent pas être commutatifs. C'est off, net, dès le départ. On a tué ça dans l'œuf. La commutativité, ça ne se donne pas. Puis, c'est un peu ce que je disais. À chaque fois qu'on augmente, si on veut, la construction, donc on est passé des complexes au quaternion, ben on a perdu quelque chose. Ici, on a perdu la commutativité. Donc, avant, les complexes étaient commutatifs, les quaternions ne le sont pas. Puis ça fait en sorte, tu sais, à un moment donné, j'avais fait un club math là-dessus il y a quelques années, à un moment donné, où est-ce que, comme, on voyait que ça bloque pas mal de choses en analyse. Genre, si on essaie de faire du calcul avec des quaternions, le fait que c'est pas commutatif, mais ça nous bloque un petit peu. Tu sais, on peut faire d'autres choses, on peut bypass, mais on n'aura pas des résultats aussi élégants que ce qu'on avait dans les complexes. Et Dieu sait qu'on avait des résultats mad élégants dans les complexes. Et donc, ici, on sait qu'on n'aura pas ça. Par contre, dans ce qu'on va voir ici, dans cette présentation, c'est que c'est en fait une bénédiction que les quaternions ne sont pas commutatifs. C'est en fait une bénédiction. Pourquoi? Parce que si on fait... Mettons, là, je prends mon sel ici. J'ai mon sel. J'ai mon téléphone ici. Là, je le voyais devant la caméra. Mais mettons qu'on fait deux rotations. Mettons qu'on fait une rotation selon cet axe-là de même, puis une selon cet axe-là de même. Ça nous amène à cette position-là. Mais mettons qu'on fait l'ordre est inversé. Mettons qu'on inverse l'ordre, ben on va se retrouver avec PAC. Là, on fait la même rotation que ce qu'on avait avant. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on avait, c'est-à-dire ça ici. Et donc, les rotations elles-mêmes ne sont pas commutatives. Fait que si les quaternions avaient été commutatifs, ben, ils n'auraient aucune chance de représenter fidèlement les rotations. C'est la non-commutativité des quaternions qui nous donne une chance. Ça, puis l'associativité des quaternions. L'important, là, tu sais, on parle de la commutativité, mais où est-ce que ça se passe, là? C'est l'associativité. Ça, on en parle jamais. Tu sais, avant de faire de l'algèbre avancée, on ne parle jamais de l'associativité comme une grosse affaire. Mais c'est tellement important, l'associativité. Je vous dis, l'autre fois, tu sais, quand je faisais ma maîtrise, à un moment donné, j'ai dû faire une preuve avec les octonions. Les octonions ne sont pas associativité, on perd l'associativité. Et yeah, c'était toute une épreuve. Je vous dis, là, la commutativité, on s'habitue, c'est juste OK. On ne peut pas juste inverser les deux. Puis, on faisait déjà ça avec les matrices, par exemple, qui ne sont pas commutativité, qui n'étaient pas commutatives. Mais quand on perd l'associativité, ben là, il faut vraiment faire attention à nos parenthèses. On a des parenthèses partout. Là. Puis là, on essaie de comme dire, OK, peut-être que j'ai une formule qui nous permettrait de comme, prendre la parenthèse ici et de la mettre là exceptionnellement parce qu'on l'a multiplié par un truc en particulier. Oh my God! C'est toute une épreuve, disons, de ne pas avoir l'associativité. L'associativité. Et plus, en fait, peut-être pour certains, plus fondamental encore, l'associativité permet à notre structure d'agir comme des fonctions, si on veut. Parce que, en fait, de représenter notre structure, en fait, action de groupe. En tout cas, si vous avez fait de la théorie des groupes, ben là, vous voyez que l'associativité permet à notre structure d'agir sur certains ensembles par l'associativité. Par exemple, si on prend la droite réelle, ben, mettons, on peut voir 3 comme une action qui va prendre la droite réelle puis l'étirer de 3. Bien, si on l'étire de 3 puis on l'étire de 5, ça revient à l'étirer de 15. Puis ça, pourquoi? Bien, c'est à cause de l'associativité. La même chose pour les complexes. Si, dans le fond, si on voit I comme une action sur le plan, qui va juste prendre le plan et qui peut le tourner à gauche, bien, l'associativité va faire en sorte que si on prend I, si on fait agir I, puis on fait agir encore I, ben c'est comme faire agir I carré égale moins 1, fait que ça fait tourner à gauche, ben c'est un demi-tour.
Et donc, l'associativité permet de représenter des fonctions à l'aide de nos structures. Puis c'est ça qu'on va voir ici. Plus tard, on va voir que les rotations, en fait, vont être représentées par notre structure ici. Et donc, on est associatif, on n'est pas commutatif. C'est une bénédiction qu'on va voir plus tard parce que ça nous permet de représenter nos rotations. Et donc, bon, là, on a les propriétés de base ici. On a que la norme, c'est comme la norme habituelle, la racine de la somme des carrés. On a notre conjugaison qui est un peu comme la conjugaison dans les complexes. Donc, on a la conjugaison de quaternion. Ben, si on a A plus BI plus CJ plus DK, ben, le conjugué, ça va être A moins BI moins CJ moins DK. Donc, c'est très similaire. Donc, un quaternion est dit unitaire si sa norme est 1. La sphère de 3 dimensions, donc la sphère dans R4 ou dans H, ben, c'est une sphère qui est 3D, donc S3, ça va être l'ensemble des quaternions unitaires. De la même façon que dans l'espace R3, ben, la sphère est 2D, ben, dans l'espace R4 ou dans l'espace H, la sphère est 3D, donc d'où le 3 ici. Donc S3, c'est l'ensemble des quaternions qui sont unitaires. Aussi, on a notre inverse, donc si Q est non nul, alors Q-1, donc l'inverse multiplicatif de Q, est égal à, on peut le calculer de cette façon-là, qui est similaire au complexe. Note ici, j'écris Q-1, mais jamais 1 sur Q. Il n'y a pas, en quaternion, les fractions, ça ne se donne pas. Il n'y a pas de fraction du tout parce qu'on n'a pas la commutativité. Fait que normalement, les fractions, implicitement, on a la commutativité, mais ici, on n'a pas. Fait qu'il faut faire très attention. On n'utilise pas vraiment de fractions dans les quaternions. Ensuite, quelques propriétés de base, c'est des identités, je passe vite. Donc, si on prend un quaternion, on le multiplie par son conjugué, ça donne bien la norme au carré. Et la norme du produit, c'est le produit des normes. Quand on conjugue, bien, on va inverser l'autre. Ça, c'est des affaires qu'on peut calculer direct. Même chose pour l'inverse. Et dans le cas de quaternion unitaire, ben, son inverse, c'est juste son conjugué, right? Parce que dans le cas de quaternion unitaire, cette affaire-là, c'est 1 ici. Donc, ça, ici, je passe vite. De toute façon, c'est des choses qu'on peut trouver assez rapidement. Alors, on to the good stuff. Donc, en fait, tout d'abord, ben, la raison pourquoi j'appelle cette sous-section R3 inclus dans H, c'est qu'on a une inclusion assez directe de l'espace dans les quaternions. Puis ça, c'est quelque chose avec lequel vous êtes quand même familier. Quand vous voyez la base de R3 IJK, ben, c'est essentiellement la notation similaire que vous utilisez. La seule différence, c'est que mon I ici, il n'y a pas un petit vecteur dessus. Ça ne change pas grand-chose. Et donc, la notation avec laquelle vous êtes familier, ben, c'est un peu celle qu'on utilise ici. Donc, on identifie R3 avec les combinaisons des parties imaginaires IJK. Et donc, l'addition. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Bien, avec cette identification-là, bien, l'addition, c'est la même chose d'un bord ou de l'autre. Donc, peu importe qu'on la fait dans R3 ou dans les quaternions, ça revient au même. Multiplication par un réel, nombre, distance, c'est pareil. Donc, c'est une isométrie. On a une isométrie entre R3 et les combinaisons des parties imaginaires. Et donc, là, je vais changer un peu ma notation. Je vais dire que R3 est inclus dans H. Donc, c'est un peu de la même façon quand on dit que R est inclus dans C, c'est qu'on identifie R avec une certaine partie des complexes, donc en termes de rigueur, mais je me permets de dire que R3 est inclus dans H. Et donc, les R3, c'est les combinaisons des parties imaginaires. Et de cette façon-là, bien, les quaternions, bien, un quaternion, dans le fond, c'est juste un nombre réel plus un vecteur. Donc, les quaternions ici, c'est les combinaisons de nombres réels plus les vecteurs. Puis c'est une des grandes forces des quaternions. En fait, pourquoi les quaternions fonctionnent aussi bien? C'est justement par cette capacité de comme, encoder et les réels et R3 en même temps. Puis bon, pour je sais que beaucoup de physiciens, dont original même dans le temps et tout, dans le fond, ça permettait de voir, OK, ben, l'intuition, c'est que R3, c'est l'espace, alors que R, c'est le temps. Fait que là, on a comme un genre d'espace-temps, si on veut. Mais je ne rentre pas là-dedans. Je n'ai pas fait de physique. Fait que je ne veux pas aller dans quelque chose qui n'est pas mon domaine, mais c'est un peu l'intuition que plusieurs avaient. Je pense que Maxwell avait cette intuition-là lorsqu'il a écrit ses équations originalement. En tout cas, à rechercher, c'est à rechercher. Et donc, la notation que j'utilise ici, c'est qu'un quaternion, ben, c'est un nombre réel plus un vecteur.
Ça introduit des fonctions, donc les parties, mettons la partie réelle de quaternion, c'est juste le nombre réel. Donc, il y a un nombre réel plus un vecteur. La partie vectorielle, c'est le vecteur. Je ne pense pas que c'est très sorcier. En tout cas, je pense, est-ce que je vais vite? Si je regarde mon temps, OK, je suis correct. Je suis correct. Donc, on a le conjugué. Dans le fond, la conjugaison, ça revient juste à mettre un moins sur la partie vectorielle. On garde la partie réelle telle qu'elle est. Puis la norme, c'est juste la racine de A carré plus la norme au carré de la partie vectorielle. Et donc, ici, on a que d'ici la fin du talk, quand j'écrivais dans le slide, dans le PowerPoint, dans la présentation, ça va toujours vouloir dire un vecteur de l'espace. Je ne vais pas utiliser V pour autre chose. Ça va toujours représenter un vecteur de l'espace. OK. Là, ce qui est vraiment. Là où est-ce qu'on arrive au good stuff, c'est que là, ça nous donne une pas si pire formule pour multiplier deux quaternions. Avec cette notation-là, ça nous donne une formule pour multiplier des quaternions qui est un petit peu plus conviviale que ce qu'on avait avant. Donc, qui est plus convivial que ce qu'on avait. Avant, je n'ai même pas écrit la formule parce que c'était juste trop d'affaires. Là. Mais là, ici, c'est quand même un peu plus convivial. Donc, dans le fond, le produit d'un quaternion, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que si vous prenez un quaternion, vous multipliez par un autre, ben, les parties réelles vont se multiplier. À cause du I carré égale J carré égale carré égale moins 1, on va avoir le produit scalaire qui va arriver, mais avec un signe moins à cause que I carré égale moins 1. Ensuite, ben là, quand on fait les produits croisés, on va avoir ces termes-là ici. Puis finalement, si vous vous rappelez le cycle que j'avais au début pour multiplier les quaternions, c'est exactement le même cycle que vous avez vu lorsque vous étudiez le produit vectoriel. Et c'est ça qui apparaît ici. Et le produit vectoriel apparaît ici de cette façon-là. C'est exactement le même cycle que vous aviez quand vous étudiez le produit vectoriel. Et donc, on a le V1 croix V2 qui va apparaître ici. Le produit vectoriel que vous aviez dans R3. Puis, voilà. Quelque chose de cool. Je voulais l'écrire, je pense que je vais me permettre quand même. Est-ce que vous voyez? Je vais juste m'assurer. OK, je vais écrire là où vous voyez au pire. D'autres trucs ici. Je vais ça faire. Et donc, quelque chose de particulièrement cool, je vais essayer de m'assurer que vous voyez le mieux possible, c'est que si vous considérez norme de V1, V2 au carré, est-ce que c'est trop petit? Est-ce que vous voyez ou c'est trop petit? Si tu enlèves le partage d'écran, on va pouvoir le mettre grand. Ah oui, OK, ouais, je peux juste stop share. Ah, ben oui. Fait que là, d'un côté, vous avez que cette affaire-là, donc, d'un côté, vous avez que ça, c'est le produit des nombres au carré, donc V1 au carré, nombre de V2 au carré. Je l'écris ici parce que je n'ai pas besoin de ça pour la suite, mais c'est quand même vraiment nice, fait que je tenais à en parler. Donc, nombre de V1, V2 au carré, c'est le produit des nombres au carré, comme on a vu. Mais d'un côté, ça, fait que là, j'écris, vous allez voir après, nombre de V1 fois V2 plus V1 fois V2 au carré. Bien, ça va être égal à, je vais écrire V1 fois V2 au carré plus norme de V1 fois V2 au carré. Est-ce que vous voyez? Ah, vous arrivez quand même à voir. OK, good. Dans le fond, avec la formule, on obtient ça ici. Parce que là, ici, je prends V1 et V2 comme étant des vecteurs purs. Puis, cette formule-là, c'est une formule. Ça, c'est une formule. Cette affaire-là est égale à cette affaire-là. C'est une formule qui n'a même pas rapport avec les quaternions. Si vous regardez, ça ici, c'est juste multiplier deux nombres réels. Ça ici, c'est juste des affaires qui sont calculées dans la structure de R3. Donc, le produit scalaire au carré plus le produit plus la norme du produit vectoriel au carré, bien, la somme, ça va être exactement le produit des nombres au carré. C'est une formule qui est de R3. Ce n'est pas une formule des quaternions, si on veut, mais c'est quand même nice qu'avec les quaternions, on arrive à la prouver comme directement, à l'aise. À l'aise. Et donc, je tenais à mentionner cette affaire-là ici. Donc, je vais retourner à mon screen share.
Et donc, on a essayé ici. Puis, une autre propriété. Donc, une autre propriété, ben, ça nous dit aussi quand est-ce que deux quaternions commutent. Tu sais, on a vu que les quaternions ne sont pas commutatifs, right? Mais on peut voir qu'ils commutent lorsque leur produit vectoriel est nul. Parce que tout le reste, c'est toutes des affaires qui sont commutatives. Tout le reste, c'est toutes des affaires qui switch side directement dès qu'on inverse l'ordre. La seule affaire qui n'est pas commutative, c'est V1 croix V2. Et donc, deux quaternions vont commuter si et seulement si leur produit vectoriel est nul, si et seulement si ils sont parallèles. Okay, quelques petites propriétés, puis ça va être important en fait. Quelques petites propriétés, encore une fois. Ben, le produit scalaire, ça ici, ce n'est pas le produit des quaternions. Quand je mets si je mets le produit, je vais toujours les coller. Si je mets un point, je signifie le produit scalaire. Ici, c'est le produit scalaire dans R4, qui est juste celui, ou dans H, qui est juste celui que vous connaissez, c'est-à-dire la somme du produit des composantes. Mais ça revient exactement à ça. C'est la partie réelle du quaternion multiplié. Ici, c'est le produit des quaternions, multiplié par le conjugué du deuxième. Faites le calcul si vous n'êtes pas sûr. C'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que si on prend les parties réelles, bien là, dans la formule, on a vu que la seule partie non commutative est dans le produit vectoriel. Tout ce qui est dans la partie réelle, ben, ça va commuter. Et donc, Q1, Q2, si on prend la partie réelle, ben, c'est la même chose que Q2, Q1. On va utiliser ça plus tard. Aussi, si deux vecteurs sont orthogonaux, si on a deux vecteurs qui sont purs et orthogonaux, ben, tout le reste va canceller, il va juste rester le produit vectoriel. Et donc, là, ici, ça va être ils vont anti-commuter. De la même façon, si on avait IJ, ça donnait K, JI, ça donnait moins K. Parce que I et J sont des vecteurs qui sont purs et orthogonaux. Et donc, IJ, ça donne moins JI. Ça généralise ici. All right. Aussi, ben, qu'est-ce qui arrive si on a un vecteur unitaire? Si on a un vecteur unitaire, ben, on a que le carré, ça va être moins 1. C'est juste la formule qu'on avait là, right? Donc, c'est juste la formule exactement qu'on avait ici. C'est juste que vu que c'est le même truc, ben, ici, ça va s'annuler. Ça ici, tout ça va s'annuler, tout ça va disparaître. Il n'y a pas de A1, il n'y a pas de A2. Il reste juste moins V chapeau fois V chapeau qui va juste donner moins 1 par l'unitarité. Et donc, si on a un vecteur pur unitaire, alors son carré, c'est moins 1. Mais comme... OK, il faut juste prendre un step back. Il faut juste prendre un step back. Là, c'est quoi les nombres complexes? Ce qu'on connaît, ben, c'est les nombres qui sont formés par un nombre réel plus un nombre réel fois i. Mais i, c'est quoi? C'est juste un thing random. C'est juste un thing random dont le carré, c'est moins 1. Right? Tout ce qu'on sait sur les complexes vient du fait, ce qu'on sait sur les réels et du fait que i carré donne moins 1. Et donc, vu qu'on sait que V chapeau carré donne moins 1, bien là, si, mettons ici, là, je mets un V0 chapeau juste pour le fixer. Et donc, si on fixe un vecteur pur unitaire, puis qu'on regarde les combinaisons ici, bien, ça nous donne quelque chose. Est-ce qu'il y a vraiment une différence avec C? Non, pas du tout, zéro, net. Parce que si on y pense, V0 chapeau carré, ça donne au moins 1 de la même façon que ici, c'est un thing random. Et donc, les deux vont être exactement la même chose. Les seules différences ici, on les fait interagir entre eux. Dans les quaternions, là, il y a des affaires qui vont se passer. Mais en tant que tel, dans leur structure séparée, ben, c'est toute la même affaire. Chaque vecteur pur unitaire génère le même plan complexe que C. Donc, on a la même structure algébrique, addition, multiplication, conjugaison, normes, les fonctions, analyse, fonctions holomorphes, tout le kit, là, toute la théorie qui marche sur C va marcher sur CV0 chapeau parce que c'est la même affaire dans le fond. C'est juste une même combinaison linéaire. Et donc, c'est le même comportement. Mais, OK. Mais yo, ça veut dire qu'on peut juste prendre la formule de l'air puis l'amener ici, on l'a direct, c'est la même affaire, on vient de le dire, c'est la même formule de l'air. Et donc, on a juste à importer la formule de l'air, elle fonctionne de la même manière, même affaire. Puis là, quelqu'un pourrait dire, OK, mais c'est quoi l'exponentielle dans les quaternions? On peut prendre les séries Taylor, peu importe, c'est la même affaire que dans C. Et donc, on a direct la formule de l'air. Et donc, tu sais, ici, j'ai écrit vous ne voyez même pas, hein? C'était dans le tableau, j'avais écrit l'écran en haut.
Donc, on a E à la pi V chapeau à la moins 1. Ça tient aussi. L'identité de l'air tient aussi dans les quaternions, si on veut. Du moment qu'on a juste à prendre un vecteur pur unitaire et boum, on a l'identité de l'air. Ça marche. Les choses se passent ici. Mais là, il faut faire attention. Il faut faire attention. On ne peut pas juste utiliser la loi des exponentielles comme ça. Parce que si vous regardez ce qui est à droite, ça commute, right? Q1 plus Q2, c'est la même chose que Q2 plus Q1. Mais ce qui est à gauche, ça ne commute pas forcément. Ça ne commute pas forcément si Q1 et Q2 ne sont pas eux-mêmes du même plan complexe. Et donc, on ne peut pas juste utiliser la loi allègrement. Il faut faire attention dans les quaternions. Mais still, la formule de l'air fonctionne complètement. Allez, fait que là, on a tout le bagage. On a tout le bagage nécessaire pour work out les rotations, les quaternions. Et donc, dans le fond, c'est quoi? Dans le fond, ça va être quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste commencer par voir c'est quoi la fonction, comment on fait une rotation de l'espace avec un quaternion. Bien là, je vous donne la réponse ici, c'est juste ça. Donc ici, je considère les quaternions unitaires. J'aurais pu considérer les quaternions généraux, puis ici, j'aurais eu un Q à la moins 1 à la place du Q conjugué, mais honnêtement, c'est dans S3 où it's set. C'est dans S3 que ça se passe, parce qu'après le reste, je pourrais juste comme diviser, je pourrais juste normaliser après anyway. Je pourrais juste normaliser, fait que je me resterais à S3, c'est plus simple, ça fait ce que j'ai besoin. Puis conjuguer, c'est convivial. Et donc, la fonction, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va prendre V puis elle va le conjuguer par Q. Elle va conjuguer V, donc multiplier par à gauche par Q, multiplier par à droite par l'inverse de Q qui est juste le conjugué parce que mon quaternion est unitaire. Et donc, la proposition, ben, tout d'abord, il faut regarder est-ce que c'est bien défini. Parce qu'a priori, ça, c'est un quaternion. A priori, ça, ce quaternion, ce n'est pas forcément un vecteur pur. Donc, il faut montrer que ça, c'est bien un vecteur pur. Ensuite, il faut montrer que l'application RQ, c'est bien linéaire, que c'est bien isométrique, que ça préserve les distances et produits scalaires et que c'est orienté adéquatement. Finalement, ici, ça nous dit que, dans le fond, l'application qui prend Q et qui lui associe la rotation, c'est un morphisme. C'est un morphisme de groupe, si on veut, pour ceux qui ont fait théorie des groupes ici. Ben, c'est un morphisme, ça veut dire que faire la multiplication des quaternions avant, c'est la même chose que composer les fonctions associées. Ici, on note, si on met moins de chaque bord, ben, les moins vont s'annuler. Fait que la rotation de Q, la rotation associée à Q, c'est la même chose que la rotation associée à moins Q. Right. Je ne vais pas faire la preuve au complet. C'est très calculatoire, mais c'est quand même des calculs qui se font bien. Je vais juste vous donner l'idée. Donc, pour montrer que c'est un vecteur pur, ben, on a juste à regarder c'est quoi sa partie réelle. C'est quoi la partie réelle de cette affaire-là? Ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette patente-là, à cause de ce qu'on avait vu, ben, je vais pouvoir le switcher à gauche. Je vais pouvoir le cycler à gauche. Donc, le Q-bar, je vais pouvoir le mettre à gauche parce que c'est la partie réelle. Et dans la partie réelle, deux trucs vont commuter. Fait que je vais prendre le Q-bar, je vais pouvoir le mettre à gauche. Puis là, je vais avoir Q-bar Q qui va nous donner 1. Et donc, ça va être la même chose que la partie réelle de V qui nous donne 0 ici. Et donc, ça nous donne ce qu'on avait besoin. Notre fonction est bien définie. En plus, ben, si je fais le produit scalaire entre RQV1 et RQV2, ben, ça va revenir à la même affaire. Si on fait le calcul, il y a plein d'affaires qui vont s'éliminer, commutativité, blablabla. Ça va nous donner cette patente-là qui est juste V1 produit scalaire avec V2. Et donc, RQ préserve les produits scalaires. C'est une transformation rigide. Donc, on peut vérifier directement que c'est linéaire, même si c'est l'eau qui est redondant, on n'en a pas besoin. Mais on a que RQ est une transformation rigide. Il reste juste à montrer que c'est bien une rotation. Pour montrer que c'est une rotation, ben, qu'est-ce que je peux faire? On peut calculer cette patente-là. Donc, on peut calculer cette patente-là, RQ de J croix RQ de K. Ben là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le produit vectoriel, vu que c'est des vecteurs purs, on retourne dans la formule, ça va nous donner juste le produit des deux trucs, le produit vectoriel pour les vecteurs purs. Vu que c'est des vecteurs purs et que J et K sont orthogonaux, il faut le dire, J et K sont orthogonaux et c'est des vecteurs purs, donc il va juste nous rester le produit. Donc, ce produit-là, ça va juste revenir à ça ici. Fait, je vais juste écrire ici. Puis RJ, quand on va calculer cette patente-là, ben, ça va nous donner RQ de J fois K, puis J fois K, ça donne I. Et donc, RQ de J croix RQ de K, c'est RQ de I.
comment ça nous aide? Ben, si on prend le déterminant de notre application linéaire, ben, ça revient au produit mix, à ce produit mix-là. Donc, si on fait la matrice, le déterminant, ça va revenir au produit mix de cette patente-là. Puis, on vient de voir que ça ici, c'est ça ici. Ça va nous donner 1. Donc, là, je passe vite, mais c'est l'idée de la preuve. Les calculs se font quand même assez comme directement. C'est pas particulièrement ceci, mais ça marche. C'est ça l'important. Ça fonctionne. Puis, finalement, pour montrer que c'est un morphisme, ben, on fait juste... C'est comme une ligne. Là, voilà. Le 9-7, là, on fait juste pop ça, puis les conjugués vont comme s'inverser, puis là, on va avoir cette formule-là, ça va nous donner cette formule-là. Et donc, ça nous permet de prendre un quaternion, puis d'y associer une rotation. Mais, ça ressemble à quoi? Genre? On a fait des calculs, c'est bien nice, mais à quoi ressemble le résultat? À quoi ressemble le résultat? Ça, on ne sait pas encore. On n'a pas encore le visuel de c'est quoi RQ. Et finalement, est-ce que, dans le fond, est-ce que ça représente toutes les rotations? For all I know, c'est peut-être juste toute l'identité. A priori, il n'y a rien qui nous dit que ce n'est pas toutes des rotations triviales. Qu'est-ce qui nous dit que n'importe quelle rotation peut être bien représentée par RQ? Et là, ça nous amène à la question, mais c'est quoi une rotation? Quelle? Si on y pense, c'est quoi exactement une rotation de l'espace? Comment, en algèbre linéaire, on voit c'est une transformation linéaire, orthogonale, déterminant 1. Mais visuellement, c'est quoi une rotation de l'espace? Ça nous amène à cette question-là. Puis, on va revisiter cette question-là first, la troisième question. Et donc, ça nous amène à la sous-section. Qu'est-ce qu'une rotation? Bien, dans le fond, cette proposition est exactement ce dont on a besoin. Exactement ce dont on a besoin. Parce que cette proposition nous dit qu'une rotation, c'est basically dans R3. C'est une rotation dans R3. Le dans R3 est très importante. Une rotation, c'est basically donné par un axe de rotation. Donc, on a le V-chapeau ici, est fixé par la rotation. Et donc, c'est comme ça qu'on avait un axe. Si vous prenez votre... je sais pas, mettons, j'ai pris le premier objet qui est sous la main. Ben, si je fais une rotation, l'axe de rotation va représenter exactement où est notre point fixe. Et donc, on a V-chapeau unitaire qui est préservé par la rotation. Puis, si on a notre axe, ben, on a le plan orthogonal à l'axe. Puis, sur le plan orthogonal à l'axe, ben, on va avoir une rotation d'un certain angle, θ. Puis là, maintenant, l'angle est défini en préservant blablabla, règle de la main droite. Genre, mettons, c'est qu'il faut que notre pouce pointe vers l'axe, puis là, comme quand on ferme vers dans la direction θ. Du good stuff, good stuff. Je passe vite, là, mais good stuff. Et donc, dans les notes, ben, on a que la droite formée par V-chapeau, qui est fixée, ben, c'est exactement l'axe de rotation. Il faut noter, faire une rotation par rapport à V-chapeau θ, c'est la même chose que faire une rotation par rapport à moins V-chapeau moins θ. Et donc, il y a deux façons de voir la même rotation. Il y a deux paires qui représentent la même rotation. Puis là, pour le prouver, ça, je le passe encore plus vite. C'est nice, mais c'est pas aussi relevant que ça. J'ai vraiment écrit ici. Là. Dans le fond, c'est vraiment juste dire que on peut voir algébriquement, en fait, en utilisant un peu de Tangle, que 1 va être une valeur propre de notre application. Pourquoi? Ben, c'est parce que quand on regarde notre polynôme caractéristique, on sait qu'il va avoir une racine réelle parce qu'il va être de degré 3. Puis là, maintenant, à cause de l'orthogonalité, ben, cette racine-là va devoir être plus ou moins 1. Fait que là, après, on peut cas par cas aller dans Tangle pour voir est-ce que les deux autres vont être des racines complexes ou est-ce que ça peut pas être des 3 moins 1. Fait qu'il va falloir avoir 1. En tout cas, bref, ça se fait bien. Ensuite, une fois qu'on a notre point fixe, bien là, on regarde qu'est-ce qui se passe sur l'espace orthogonal. Fait que là, je choisis une base orientée. Par orientée, je veux vraiment dire que U1 croix U2, ça donne V-chapeau. Ou encore, ça respecte la règle de la main droite si on veut. Et ici, genre, l'ordre est important. Et donc, je vais avoir que T de U1, ça va être de cette forme-là à cause de la nature de la rotation. Le θ, bien, ça va nous être donné par ça. Ensuite, donc, ça nous donne, dans le fond, comment on peut... Ça nous donne une façon de visualiser une rotation. Une rotation, dans le fond, c'est donné par un axe ou un vecteur. Un axe donné par un vecteur, puis un angle qui est dans la rotation de l'espace orthogonal. Fait que là, c'est bien beau, c'est nice et tout, mais comment on lit ça avec nos RQ? Bien là, ça nous amène à la sous-section que j'appelle encodage. Encodage parce que dans le fond, si on a une paire qui représente la rotation T,
Ben, on peut considérer ce quaternion. L'exponentielle de θ sur 2 multiplié par V chapeau. Ben, ce quaternion, lorsqu'on applique RQ, ça va nous donner exactement la rotation T. Ça va nous donner exactement la rotation T. C'est ce que le théorème ici dit. Et donc, la preuve, mettons, si on veut encore une fois, c'est l'idée, mais là, je suis un peu plus détaillé, mais je vais passer vite quand même. Donc, ici, on sait que, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Donc, pour vérifier que c'est bien ça, ben, on regarde c'est quoi l'effet sur l'espace. On regarde comment RQ va agir sur l'espace. Ben, tout d'abord, on sait que T va préserver V chapeau, right? Fait que si ça a une chance d'être vrai, il faut que RQ fasse la même affaire. Ben, si on applique RQ à V chapeau, ben là, qu'est-ce qui va arriver? V chapeau puis E à la θ V chapeau sur 2, ils sont dans le même plan complexe, lui généré par V chapeau. Ils sont dans le même plan complexe et donc ils vont commuter. Donc, quand ils vont commuter là-bas, je suis allé trop, j'abuse. OK. Quand ils vont aller ici, bien là, qu'est-ce qu'on va avoir? V chapeau ici, puis quelque chose qui commute avec V chapeau. Fait qu'on va les commuter, fait qu'on va juste avoir QQ bar qui va nous donner exactement E, fait qu'on va juste retrouver avec exactement le même vecteur qu'on avait avant. Et donc, tout de suite, on voit ça fonctionne. RQ préserve V chapeau. Là, après, je vais faire comme l'autre preuve d'avant, je vais considérer une base orthonormale que j'oriente, c'est-à-dire que je veux qu'il préserve l'orientation de IJK. Et donc, ici, ça va être U1 croix U2 égale à V chapeau. C'est ça que je veux dans le fond. Donc, je sais que, dans le fond, vu que RQ était sur des rotations, si on sait que V chapeau va être. On sait que V chapeau est déterminé, RQ de V chapeau est déterminé. Si on sait que RQ de U1 va être la même chose, bien forcément, si on sait comment une rotation agit sur 2 vecteurs, ça nous dit comment elle agit sur le troisième, par la nature même de la rotation. Par la nature même de la rotation, on ne peut pas agir sur 2 vecteurs sans agir sur le troisième d'une façon qui est très fixe. Et donc, si on sait que RQ de U1 est la même chose que T de U1, bien on sait que ça va être la même chose pour n'importe quel vecteur de l'espace, vu qu'on sait que ça marchait pour V chapeau ici. Et donc, on a juste à montrer cette identité-là ici. C'est l'idée du monde. Et donc, lorsqu'on fait le calcul, on a vu déjà que T de U1, ça donne cette patente-là parce que c'est la paire V chapeau θ représente T. Parce que, dites-vous, ça représente juste c'est quoi la rotation dans le plan orthogonal de V chapeau. Et donc, on sait déjà que T de U1, ça donne ça. Là, ensuite, OK, si on calcule. Dans le fond, RQ de U1, c'est quoi? C'est cette patente-là, right? C'est cette patente-là, ça revient à ça. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si je fais le calcul, mettons, je prends ce qu'il y a à droite. Si je fais le calcul, bien, la partie réelle de la patente à droite, la partie réelle de ça va commuter avec U1. No stress. Les réels commutent avec n'importe quel quaternion. Et donc, no stress, ils vont commuter. Là, après, qu'est-ce qui va arriver avec les parties vectorielles? Bien, si on regarde V chapeau, puis qu'on le multiplie par U1, donc, mettons, si on fait U1 multiplié par V chapeau ici, si on regarde ça, je vais juste top share 2 secondes. Donc, si on regarde U1 multiplié par V chapeau, bien, parce que ces 2 vecteurs, ce sont 2 vecteurs qui sont purs et qui sont orthogonaux, on a vu tantôt que ça nous donne moins V chapeau U1. Ça, on a vu ça, c'est juste les propriétés des vecteurs purs qui sont orthogonaux. Et donc, là, je vais retourner au screen share. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Bien, ça va conjuguer cette patente-là. Donc, si je peux faire U1, je peux le faire passer à droite en conjuguant ce qu'il y a à ta droite, tout simplement. Parce que U1 est orthogonal à V chapeau, ça va nous donner exactement ça. Puis là, bon, là, ces 2 trucs-là, ben, V chapeau, c'est dans le même plan complexe. Et donc, je peux directement utiliser la propriété des exponentielles dans les complexes pour avoir cette patente-là. Et donc, la rotation appliquée à U1, ça nous donne exactement celle-ci. Puis ça, c'est parce que U1 est orthogonal à V chapeau. Et donc là, on peut utiliser ça pour regarder c'est quoi les composantes en U1 puis en U2. Donc, la composante en U1 de U1, ben,
ça va nous donner la partie réelle de cette patente-là. Donc là, c'est le calcul. On peut juste calculer. En fait, je ne vais pas rester là-dessus. On peut juste calculer directement. Ça va nous donner les bonnes affaires. Ça va nous donner cos θ. Ça va nous donner ici sin θ. On fait juste calculer, blablabla. On fait le calcul directement. Ça nous donne sin θ. Et donc, RQ de U1 aura les mêmes composantes que T de U1. Et ça termine l'idée de la propriété. Ça dit que RQ va nous donner exactement la même chose que T. All right. Si on y pense, là. Donc ça nous permet d'encoder l'information d'une rotation dans un quaternion par cette affaire-là. Donc cette affaire-là encode ce quaternion particulier, encode de façon, ma foi, quand même élégante, encode l'information sur une rotation. Donc ici, c'est le V chapeau, c'est donné par l'axe, θ, c'est donné par l'angle. Et donc, ça nous donne ça ici. Donc, là, après, tu sais, OK, hier après que les organisateurs aient fait l'événement Facebook, j'ai mon boy Alexis Leroux-Lapierre, shout-out, du groupe Patnet, qui m'écrit « T'as intérêt à parler des groupes de lit, hein? T'as intérêt à parler des groupes de lit. » Fait que là, je suis obligé de, shout-out mention. Ben, on a que comme S3, ça va être, dans le fond, cette application-là, c'est un épimorphisme de S3 dans SO3. Et donc, ici, ça va induire, vu que RQ, c'est la même chose que R de moins Q, ça induit un isomorphisme entre les rotations dans R3 et l'espace projectif de 3D qui est juste S3 cossenté par moins 1. Et donc, ça nous dit que S3, c'est un fou groupe de Lie. Fait que, yeah, c'est ça. J'ai fait mon devoir. Et donc, pour terminer, on va parler un peu de l'utilité de tout ça. Tu sais, on a vu c'était nice et tout, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ben là, dans le fond, tu sais, cette théorie-là, c'est une théorie. Puis pourquoi? Parce que, ça me rend heureux. C'est fly. C'est tellement fou de pouvoir encoder l'information d'une rotation, comme dans les quaternions, comment les liens se font, tout marche, la formule de l'arc pop, comme, c'est fly. Genre, comme, moi, pour moi, c'est comme, ça fait ma journée, là. Ça fait ma journée, I don't need anything more. Mais, ça termine mes slacks, là. Mais, il faut quand même que je parle un peu de l'utilité. Genre. Il faut quand même que, comme, dans le fond, un des avantages des quaternions, c'est que c'est vraiment facile à faire des calculs avec les quaternions. Tellement que même c'est vraiment utilisé en animation 3D. En animation 3D, c'est vraiment utilisé cet encodage-là dans les quaternions. Même à la base, c'est genre Unity. Là. Unity, toutes leurs affaires de rotation, ils utilisent les quaternions. Par contre, quand ils en parlent dans leur documentation, ils disent que ça, vous n'avez pas besoin de savoir ça comme les animateurs, vous n'avez pas besoin de savoir ça, vous n'avez pas besoin de toucher aux quaternions. Tout ce que vous avez besoin, c'est des angles de l'air. Mais comme dans le fond, on sait que c'est parce que les rotations, c'est mad lit, genre c'est ça qu'ils utilisent parce que ça simplifie leur calcul. Puis comme c'est pas tout, il y a aussi, les quaternions, c'est pas la seule façon d'encoder des rotations. Il y a d'autres façons aussi. Par exemple, on a vu la version axe-angle. Si on a un axe et un angle, ça encode une rotation. Il y a aussi les matrices. Donc, les matrices, c'est des applications linéaires qui sont orthogonales. C'est facile de passer de l'une à l'autre. Par exemple, passer des quaternions aux matrices, c'est juste faire 3 évaluations de Gigi. Passer des matrices aux quaternions, c'est juste trouver l'axe, trouver les vecteurs propres puis l'effet sur l'espace orthogonal Gigi. Puis, il y a les fameux angles de l'air. Donc, la façon la plus populaire de voir les rotations, du moins la façon la plus populaire, mettons, dans l'industrie, c'est avec les angles de Euler. Les angles de Euler, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des rotations élémentaires qui permettent de construire n'importe quelle rotation. Passer des angles de Euler au quaternion, c'est mad facile, c'est juste multiplier comme 3 quaternions. L'autre côté, c'est un peu plus corsé. Il y a des formules, mais c'est un peu plus corsé. Mais, je ne veux pas rentrer là-dedans. 1, parce que j'ai pas le temps. 2, parce que moi je me suis arrêté à ça avant heureux. Ça va terminer le temps. Donc, merci d'avoir été là. Donc, j'ai vraiment eu du fun. J'espère que c'est la même chose pour vous. Là. Donc, avez-vous des questions? Merci beaucoup, Fabrice, pour l'exposé. Yes. Ça fait plaisir. Là,
C'est fly. Il y avait eu une question dans le chat durant l'exposé. Je n'ai pas osé t'interrompre, mais peut-être tu voudrais la voir maintenant. Ouais. Je ne sais pas si tu peux y avoir accès par toi-même. Comment on trouve? Peut-être que je peux. Ouais, c'était moi, là. Peut-être que je peux juste préciser ce que je voulais. Parce que c'est peut-être pas exprimé de la meilleure façon dans le chat, mais ouais. En tout cas, déjà, premièrement, je voulais juste dire merci beaucoup. Là, j'aime beaucoup ton enthousiasme, puis c'est toujours un plaisir d'écouter tes conférences. Ouais, c'est ça. Puis ma question, c'est quand tu définis un produit scalaire de quaternion, tu dis tu fais juste additionner les composantes, mais moi je me dis additionner genre les produits des composantes comme on est habitué de faire, mais ma question c'est est-ce que genre tu additionnes genre les trucs qui multiplient I, J et K ou tu considères les I aussi au carré, J au carré, K au carré, ce qui revient à faire genre des moins pour les composantes du vecteur, ce qui est un peu comme un produit scalaire de Minkowski, là, genre mettons en relativité restreinte. Oh, c'est une bonne question, bonne question. Dans mon cas, je ne considérais pas le I, le J, je considérais vraiment les facteurs de chacun des trucs. Fait que, par exemple, 1 plus I produit scalaire avec 2 plus I, par exemple, ce serait juste 2 plus 1 qui donnerait 3. Donc, c'est vraiment le produit scalaire comme composante par composante, mais sans considérer le I, le J, le K. Par contre, l'affaire de considérer le produit scalaire de Minkowski, tu sais, ce qui reviendrait à juste prendre la partie réelle du produit, genre, ça a l'air cool. Ça a l'air bien intéressant. Là. Ça a l'air mal intéressant, actually. Je pense qu'il y a plein de choses riches à dire là-dessus. Fait que grosse question, grosse question. Merci. Salut Fabrice, j'ai une question pour toi. Yeah, what's up? Bon, c'était un peu plus tôt dans l'exposé, peut-être que je me rappelle pas bien, mais je crois qu'à un moment donné, tu avais quelque chose comme V chapeau est égal à -1. J'avais pas écrit le carré? Oui, c'est ça, V chapeau au carré est égal à -1. Puis, j'imagine que des V chapeaux, il y en a une infinité, donc est-ce que ça veut dire qu'il y a une infinité de solutions à x carré plus 1 égale à 0 dans les quaternions? Word, c'est exactement ça. Bonne question. Puis exactement. Précisément, il y a une infinité de solutions. En fait, l'ensemble des solutions de x carré plus 1 égale 0, c'est exactement... c'est S2. C'est la sphère, c'est tous les quaternions unitaires qui ont une partie réelle nulle. C'est tous les vecteurs purs qui sont unitaires. C'est exactement les solutions de x carré plus 1 égale 0. Mais comme en général, comme pour les polynômes, est-ce que c'est commun qu'ils aient une infinité de solutions dans les quaternions? Oh, ça, c'est une bonne question. Je pense... Là, je fouille dans ma mémoire, mais il me semble que j'avais lu que c'est... Il me semble que j'avais lu quelque chose... OK. C'est sûr que... Parce que si on y pense, mettons qu'on considère un polynôme à valeur... Mettons on considère un polynôme à valeur réelle si le polynôme à valeur réelle a juste des solutions réelles, il va juste avoir ça, il n'y en aura pas d'autres, je ne pense pas. Mais mon étude me dirait que dès qu'un polynôme à valeur réelle va avoir une solution imaginaire, ben forcément, il va en avoir une infinité, right? Parce qu'il va avoir une solution dans chacun des plans complexes séparément. Fait que tous ces polynômes-là auront comme une infinité de solutions. Genre, tous les polynômes à valeur réelle qui avaient des solutions autres que des solutions réelles, ben, vont avoir une infinité de solutions, puis maintenant, quelle forme ces solutions vont prendre? OK, ça, c'est une bonne question. Genre à quoi va ressembler l'espace solution? Tu sais, dans le cas de x carré plus 1, c'était la sphère. OK, ça a l'air d'une grosse question. Ça a l'air vraiment intéressant comme ouverture. J'ai pas la réponse, mais ça a l'air mal intéressant. OK, merci. Je vois plus de questions. Donc, j'ai une fois de plus remercié Fabrice pour son exposé. Félicitations, c'était très bon. Et je vais vous convier la semaine prochaine
pour un autre Club Math où on va recevoir Jean-Philippe Chassé, qui va nous parler un peu de topologie algébrique. Son titre, ça va être Une histoire de ficelles et de clous. Donc, j'espère vous voir la semaine prochaine. Encore une fois, merci Fabrice.